Notre autre invité du jour, donc, est le président du comité stratégique des magasins Leclerc, Sébastien Lecornu. Vous pouvez donc, à moins de que vous vouliez rester, que vous ayez peut-être quelque chose Je à suis dire à un homme Michel Leclerc, d'ordre, j'attendais d'être libéré. eh Voilà. bien, vous pouvez, vous êtes libéré, rompez, comme on dit. Bonsoir, Michel Leclerc. Bonsoir, bonsoir. Je viens de lire le livre de Sébastien Lecornu, là. Eh ben voilà, écoutez, très bien, comme ça vous pourrez échanger peut-être en coulisses. Merci d'être avec nous ce soir, président du comité stratégique des magasins Leclerc. Beaucoup de sujets à aborder avec vous ce soir, l'état d'esprit des consommateurs, hein. Vous êtes toujours au fond et vos magasins sont des baromètres de l'état d'esprit des Français, l'inflation, le pouvoir d'achat, les négociations avec les industriels, alors que le salon de l'agriculture va ouvrir dans quelques jours. La politique aussi, Michel Leclerc, vous avez été testé dans un sondage. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'interview pour voir si Michel Leclerc serait un bon candidat ou non à l'élection présidentielle. Mais je voudrais commencer par cette étude de l'Observatoire 7LM, il y a 2 jours, qui interpelle sur le pouvoir d'achat. Les Français sont les plus pessimistes d'Europe. Près de 7 Français sur 10 estiment qu'ils ont des revenus insuffisants pour satisfaire leurs envies. C'est même une source de frustration pour 84% d'entre eux. C'est un paradoxe, Michel Leclerc, alors que l'inflation ralentit. La dernière fois que je vous recevais, vous disiez on a réussi. Visiblement, les Français ne le ressentent pas de cette manière-là. Non, ils ne le ressentent pas. Alors d'abord, il y a plus de pauvres ou de gens démunis. Toutes les ONG le disent, la Banque alimentaire. Il y a près de 1 million de Français depuis 3-4 ans qui sont vraiment très, très démunis. Et puis il y a ce ressenti, après une vague d'inflation quand même de 21% sur l'alimentaire. Ça a tapé le portefeuille des Français. Et je pense que c'est très long à sortir du ressenti pour, même si l'INSEE, même si les statistiques montrent que la progression des salaires aujourd'hui est plus rapide que la décélération de l'inflation, ça le fait sur un plateau de télé, ça le fait dans le journal, dans mon Ouest France, dans le Télégramme, mais dans le ressenti des gens, ils ont quand même été très touchés au portefeuille, quoi. C'est-à-dire qu'au fond, ce sont des stigmates, c'est une sorte de trauma de l'hyperinflation qui demeure et qui crée ce genre de sentiment, puisque c'est un mot à la mode, paraît-il, chez les Français sur la question de Non, mais l'inflation. d'abord, ça a pris du pouvoir d'achat aux gens. Je je suis pas quelqu'un qui est paupériste, je veux pas dramatiser les choses, mais 21%, c'est beaucoup. Et en 21%, c'était sur l'alimentaire. Mais si vous vous rappelez bien, même les présidents des différents syndicats agricoles disent souvent que l'alimentaire est la variable d'ajustement. D'ajustement de quoi? Des autres dépenses. Et toutes les autres dépenses ont augmenté. Le logement, avec l'énergie, la mobilité, les transports. Bon, là, il y a une petite baisse des taux d'intérêt, mais franchement, pour le particulier, ça se voit pas dans les comptes bancaires. Donc, toutes ces dépenses qu'on appelle les dépenses contraintes ont surpris les Français, ont privé de perspective quelquefois des Français qui, pendant le Covid, ont redécouvert le bien-être à la campagne, dans le confinement. Mais regardez, du coup, il y a une sorte aussi d'épargne de précaution qui s'est constituée. On est le pays européen où il y a le plus d'épargne, peut-être avec l'Italie, mais on est le pays. Alors, c'est pas les plus pauvres, c'est pas les plus démunis qui épargnent, mais il y a un accroissement de l'épargne, une rétention de la consommation et aussi une vraie pauvreté sur une partie de la population. C'est avec ce paysage-là que nous, distributeurs, mais aussi tous les producteurs sur le territoire français, on va devoir recomposer et probablement regagner, je ne parle pas de notre enseigne, je parle de tout le monde, regagner la confiance des consommateurs pour qu'il y ait de la croissance, quoi. Et on va parler de concrètement ce qui se voit dans les rayons sur la question des prix. Mais juste avant, je reprends ce terme que j'utilisais de baromètre de ce que vous pouvez sentir chez les Français, chez les consommateurs, ceux qui vont faire leurs courses dans vos magasins. Qu'est-ce que vous sentez là? On est le 13 février. Ceux qui ont la chance de pouvoir partir en vacances, soit y sont selon les zones, soit s'apprêtent à y aller. Est-ce que vous voyez une forme d'attentisme qui a été liée peut-être à la question de l'instabilité politique? Est-ce qu'au contraire, vous avez le sentiment que les choses reprennent doucement? Qu'est-ce que vous voyez? Alors, la vie politique, elle fout le stress parce que on ne sait pas s'il y a un certain nombre de mesures dont le public a pu bénéficier, les aides au logement, les bonifications de voitures, tout ça. On ne sait pas si ça va être reconduit ou pas. Et quand vous arrivez à l'âge ou avec le besoin en province d'avoir une bagnole ou pas, c'est de l'attentisme. On ne sait pas. On ne sait pas si on va acheter une voiture. On la loue, mais on ne sait pas. Sur le logement, la politique du logement, c'est compliqué aujourd'hui. Le logement et l'immobilier, d'une manière générale, sont quasi sinistrés. Beaucoup de ce secteur-là est plombé.
Après, sur la consommation courante, moi je suis quand même assez optimiste. C'est-à-dire que si je regarde les carnets de commandes, je constate d'abord que, contrairement à ce qu'avaient dit pas mal de prophètes de malheur, ça s'est pas trop mal passé Noël quand même, et le premier de l'an, l'année 2024, même sur le plan de l'ensemble de la consommation. La consommation tient. Ouais, et si vous regardez les secteurs comme ça, allez, tiens, on va lire les pages des Échos. Si vous regardez secteur par secteur, le tourisme, ça repart. Vous savez que moi, j'étais assez perplexe, mais les Jeux Olympiques, la carte postale, la France va être la première destination touristique au monde. On prévoit 100 millions de touristes en France. Donc, c'est bon pour l'hôtellerie, c'est bon pour la restauration. Il va y avoir plus de 100 millions de touristes dans Paris. Donc, même si tout le monde, chauffeur de taxi, tout le monde a râlé, c'est quand même un... Bon. Si vous prenez les plans vacances, Leclerc, on est voyagiste ici, hein, je le case là, mais on est voyagiste, on est le premier voyagiste en France. Tout est plein pour les réservations pour l'hiver, c'est plein pour l'été, les mobil-homes pour l'été. Donc ça, c'est des motifs. Il y a des bonnes perspectives. Ça, c'est des motifs d'optimisme. Quand on prend les chiffres de l'inflation, je crois 1,4% sur un an au mois de janvier, très concrètement, dans les rayons, qu'est-ce qui augmente malgré tout? Qu'est-ce qui baisse, et surtout sur les perspectives, puisque ce qui intéresse les Français, après là encore le traumatisme de l'hyperinflation et de cette inflation à 2 chiffres sur les produits alimentaires, de se demander comment ça va évoluer tout au long de l'année 2025. Alors, vous le savez, on est en période de négo. J'allais y venir après. C'était une façon d'introduire le sujet. Ouais, mais comme je représente des gens qui négocient, le secteur, mon enseigne, je vais pas vous dire nos objectifs. Enfin, nos objectifs. Je ne suis pas trumpiste, mais je les accélère aussi. Donc, on va chercher des baisses de prix, on va chercher de la déflation, on va chercher des opportunités d'achat. On va un petit peu culpabiliser toutes ces grandes marques qui ont trop augmenté leur prix ces 2 ou 3 dernières années pour leur dire, elles ont perdu des parts de marché, les grandes marques. Hein, donc, qu'est-ce que vous nous proposez comme baisse pendant l'année ? Et même si vous avez des hausses de cours de matières premières aujourd'hui, vous pouvez lisser ça. Parce qu'à chaque fois, se pose la question. Par exemple, si je prends les produits pour animaux de compagnie, ce qu'on appelle le pet food en anglais, je ne sais pas d'ailleurs ce que veut dire pet, mais... Pet, c'est un animal de compagnie. Un animal de compagnie, voilà. Eh bien, il y a 2 grands fournisseurs, c'est Mars, c'est Nestlé, c'est des boîtes multinationales. Le coût de la matière première agricole dans une boîte... de Royal Canin, dans un sachet de Royal Canin, à mon avis, c'est pas par rapport au marketing. On doit pouvoir obtenir des baisses sans que ça contrevienne à la protection. Et ça, vous avez du mal dans les négociations ? Oui, parce que Leclerc, même premier distributeur français, c'est même pas 4% du chiffre d'affaires mondial de Nestlé. Donc, je dis pas qu'on fight, mais on discute, on veut sortir des baisses, quoi. Mais par rapport à l'ancienneté, à l'expérience des autres négociations, puisqu'effectivement on est dans le moment le plus fort, puisque l'échéance est au mois de mars avec les industriels, est-ce que c'est plus dur? Est-ce que c'est moins dur que les autres années? Normalement, compte tenu des chiffres de l'inflation, ça devrait plutôt être des négociations plus faciles pour obtenir ce que vous appelez de la déflation, c'est-à-dire des baisses de prix. Alors, franchement, on a l'argument pour nous, quoi. L'inflation étant derrière... ces boîtes sortant quand même des résultats assez conséquents. Dans l'industrie agroalimentaire, ça a été publié un petit peu partout et pas seulement dans le Canard enchaîné. Et il y a quand même des chiffres à 2 chiffres, hein, c'est de pourcentage de marge. Donc, je pense je suis assez confiant. En tout cas, j'affirme notre volonté de mener jusqu'à la dernière heure, c'est-à-dire jusqu'à fin février, 1er mars, une négociation qui en France est très encadrée. Oui. Et alors, comme il y a une grosse compétition entre enseignes de distribution aussi, personne ne veut rester derrière, personne ne veut laisser Leclerc devant. Donc, il y a une dynamique concurrentielle qui, je pense, va profiter à la consommation. Sur quoi est-ce que vous parliez tout à l'heure de ce qu'on appelle la pet food, c'est-à-dire effectivement la nourriture pour les chiens, les chats, et pourquoi pas d'autres animaux de compagnie d'ailleurs. Encore pour ceux qui nous regardent et être très concrets, sur quoi est-ce que vous voulez obtenir des baisses de prix ? Sur quel type d'aliments? Est-ce que c'est le plus dur? Alors bien sûr surtout, mais là encore, ceux qui nous regardent, ils se disent, bon, concrètement, quand je vais aller faire mes courses, qu'est-ce qui va baisser? Non, je ne vous le dis pas aujourd'hui. Ah bah non, mais ça c'est un problème. Je vais chercher des baisses partout. C'est normal, je négocie. C'est pas très français dans l'esprit. On n'a pas cet esprit-là. On le découvre avec la violence
de Trump dans Ça fait 2 fois que vous citez Donald Trump. C'est un exemple pour vous dans les négociations avec les industriels? Non, c'est un contre-exemple, mais c'est une manière de... Il y a des patrons qui ont été fascinés, qui nous ont dit qu'ils étaient fascinés par le modèle américain. Moi, pas du tout, hein, d'accord. Et Musk, encore moins. Je tiens... Il y a 180 000 salariés dans le mouvement Leclerc. Je m'imagine pas faire comme il a fait avec Twitter. C'est-à-dire et je vous le souhaite. Licencier 80%. Oui. Ouais. Et je vous le souhaite pas à BFM, hein, d'accord. Je crois pas que ce soit prévu. Non, mais donc pour moi, il n'y a pas de modèle américain, d'accord. Et je veux pas faire partie du groupe de patrons qui se référerait de cette dynamique américaine. Non. Mais par contre, je pense que le monde entier aujourd'hui négocie. Les grandes entreprises multinationales négocient. Et donc, il n'y a pas de complexe à avoir. Et à vouloir aller chercher des baisses de prix. Sauf que le patron de l'ANIA, l'Association des industries alimentaires, regrette, je cite, la pression très forte mise par la grande distribution sur les marques, donc la vôtre, alors qu'elles mettent en tête de gondole leur propre marque. Ouais. Ça, c'est quoi? Là aussi, ils répondent à la pression que vous mettez. On a été malins. Ils n'ont pas voulu nous livrer. Ils nous ont fait pression pour faire passer des hausses. On a compris. Donc, on a construit nos gammes très vite. Aujourd'hui, si vous allez sur un drive de Leclerc, on fait 50% du marché du drive. Vous avez des marques premier prix EcoPlus qui ont le Nutri-Score, qui sont 30 à 40% moins chères que la marque multinationale. Ben oui, on leur a mis ça Et donc ça veut dire que vous vous servez au fond de vos marques distributeurs comme une sorte de façon de leur faire du chantage. C'est-à-dire que dans les négociations, si vous n'acceptez pas les baisses de prix, on mettra nos produits à la place. Ouais. Ce qui ne marche pas avec tous les produits. Non. Il y a des grands trous dans les magasins, quelquefois, c'est eux qui ont décidé de ne pas nous livrer. Mais j'en parle avec un certain humour, parce que ça ne se passe pas comme ça, dans un fond de cours, et tout ça, c'est des querelles juridiques. D'ailleurs, c'est un vrai sujet dont on voudrait protéger nos producteurs locaux. La législation aujourd'hui qui encadre ces négociations commerciales conduisent à un surcroît de normes. Enfin, c'est presque les services juridiques qui négocient face à face et non plus des commerciaux, quoi. Toujours, et c'est évidemment un corollaire de la discussion entre les distributeurs et les industriels, il y a la question de la place des agriculteurs et des petits producteurs. On est à un peu moins de 10 jours de l'ouverture du salon de l'agriculture, et vous avez cette critique récurrente dont vous faites l'objet, qui est de dire, alors, quand il met la pression sur les gros industriels, ça c'est très bien et tout le monde le soutient. Par contre, il y a aussi la pression qui est mise sur les agriculteurs, sur les petits producteurs et qui vise à comprimer leurs marges. Est-ce qu'à un peu moins de 10 jours de l'ouverture du salon de l'agriculture, vous allez faire des annonces pour soutenir les agriculteurs? Et est-ce que ça, vous le prenez en compte dans les discussions? Alors, vous voyez, si je faisais des annonces, vous me diriez comme ça, Michel Edouard, vous faites de la com, ok? Et il peut m'arriver d'être prévisible, vous aussi. Voilà. Et peut-être que je vous poserai cette question. Mais ça vous est arrivé de faire de la com. Et je crois qu'on a eu un échange à peu près similaire la dernière fois que vous êtes venu. Exactement. Et donc, je me rebranche parce que je ne veux pas, et parce que mes collègues de Leclerc ne veulent pas être classés dans la catégorie que com. On fait de la com, bien sûr. On fait de la publicité, on fait de la com. En fait, nous sommes dans un processus aujourd'hui de contractualisation avec des producteurs qui va être durable et pas des effets d'annonce. On a aujourd'hui 15 000 accords avec des producteurs locaux, des producteurs qui sont à moins de 100 km de chaque centre Leclerc. Nous sommes appelants, c'est-à-dire que sur nos publicités, partout, il y a des QR codes qui permettent aux producteurs qui veulent rentrer dans les centres Leclerc de venir de manière préférentielle et privilégiée. On organise cette reconquête, cette relocalisation de notre fourniture. Vous avez raison, on apporte... Parce qu'on venait de province, parce qu'on s'est fighté avec des multinationales, à un moment donné, on a quitté notre territoire. Et aujourd'hui, nous revenons sur nos territoires. D'ailleurs, dans le plan de décarbonation qui est le nôtre, et qui suppose d'avoir des chaînes logistiques plus courtes, d'avoir des chaînes d'approvisionnement plus courtes, c'est 15 000 producteurs. Mais vous dites on venait de province, comme si, au fond, il y avait une forme de délit de sale gueule avec les magasins Leclerc. Non, mais peut-être, mais le fait est que chaque année, pendant le salon de l'agriculture, quand il y a une grogne des agriculteurs, vos magasins soient particulièrement ciblés par les agriculteurs. C'est le fruit du hasard? Non, je ne crois pas. J'ai entendu ça plusieurs fois sur la chaîne. Mais je me balade avec cette image depuis que j'étais dans les pattes de mes parents. Le fait de vendre moins cher, les gens qui sont pris
en défaut de vendre trop cher, disent que c'est parce que soit on n'a pas payé nos salariés, soit parce qu'on vend de la merde, soit parce qu'on a tapé nos fournisseurs. Mais non, on vend moins cher depuis 75 ans dans les centres Leclerc. Pardon, je ne les fais pas encore, j'en ai que 73. Mais quand mes parents ont créé avec un seul magasin, sans centrale d'achat, les centres Leclerc, et que ça a fait cette audience à travers toute la France, ils étaient moins chers sans avoir le rapport de puissance. Simplement aujourd'hui, oui, nous sommes le premier distributeur français et nous voulons mettre au profit des débouchés de nos producteurs locaux, ces alliances locales que vous verrez partout pendant le Tour de France dont on est le partenaire, avec des contrats sonnants et trébuchants. Tiens, même moi, je suis allé à Cholet, signé alors que Lactalis arrêtait d'acheter du lait ou de prévoir d'acheter du lait à des producteurs. On a acheté près de 300 millions de litres de lait. Donc, ce n'est pas de la com, c'est 300 millions de litres de lait avec des contrats tripartites, même avec Andros qui amène des fruits pour faire des yaourts. Mais Michel Leclerc, ça, c'est du concret. On entend, et vous dites c'est du concret. Là encore, exemple très concret qui peut interroger sur une forme de double discours de votre groupe quant aux agriculteurs. On a appris que les principales enseignes de la grande distribution, à l'occasion du salon, allaient y présenter des actions pour soutenir l'agriculture française, un projet à l'initiative de Karine Le Marchand, l'animatrice de L'Amour est dans le pré, notre consoeur d'M6. Les principales enseignes, sauf une, la vôtre. Oui. Pourquoi ? C'est en fait, avec les collègues, on a pensé que si je faisais ça, vu ce que vous avez dit avant, on aurait dit que c'était de la com. D'accord ? Et donc moi... On peut aussi s'interroger sur la raison de votre absence, malgré la présence de toutes les autres enseignes de distributeurs ? Écoutez, je pense que Leclerc est le premier distributeur de producteurs locaux. Je vous rappelle juste comme ça, vous avez entendu parler d'une association qui s'appelle Produits en Bretagne. C'est Leclerc qui a créé ça avec des journalistes du Télégramme. Depuis, on s'est effacé pour que tous les distributeurs puissent distribuer produits en Bretagne. Nous sommes probablement les acteurs pour nos marques de distributeurs qui avons le plus de contrats tripartites avec les producteurs, avec les industriels. Mais quand il y a ce type d'action avec l'initiative de Karine Le Marchand, dont on connaît la cote auprès des agriculteurs, c'est quand même singulier de voir que tous les distributeurs y sont, sauf vous. C'est quoi, vous êtes sacrifié pour pas qu'on dise c'est de la com, c'est ça ? Non, je ne suis pas sacrifié. Je n'ai rencontré Karine Le Marchand qu'une fois, parce qu'on était le premier distributeur de C'est qui le patron. Et en fait, elle a proposé cette initiative. Voilà. Et après, je ne suis pas au courant de l'intégralité de cette initiative, mais dès le départ, on s'est dit que si on allait au Salon de l'Agriculture, vous l'avez dit vous-même, dans ce climat où on nous attribue de faire pression aux agriculteurs, franchement, vous m'auriez dit... Mais c'est étonnant de voir qu'ils y sont tous, sauf vous. C'est pas étonnant. Posez-vous la question de ce que vous m'auriez dit si j'étais dedans. Ah bah au contraire, j'aurais sans doute salué, mais j'aurais constaté que tous les distributeurs y étaient, et donc le fait est que là, vous n'y êtes pas. Mais je ne sais pas si tous les distributeurs y seront. Les principaux, en tout cas. Non, pas le principal. Pas le principal. Vous aurez un stand au Salon de l'Agriculture ? On n'a jamais eu de stand au Salon de l'Agriculture. Pourquoi ? Par peur que ça se passe mal, d'y être mal accueilli ? Non, je vais au Salon de l'Agriculture, mais je ne sais pas qu'est-ce que j'y ferai. En fait, le distributeur qui est le plus légitime pour aller au Salon de l'Agriculture, c'est Intermarché, parce qu'il a toute une structure d'approvisionnement énorme. D'ailleurs, sur le plan industriel, il doit avoir 12 000 ou 13 000 salariés collaborateurs dans l'industrie agroalimentaire. Nous sommes distributeurs de ça. Et par contre, si vous allez sur mes réseaux sociaux, si vous regardez... Lidl avait un stand aussi au Salon de l'Agriculture. Oui. Et d'ailleurs, c'était assez étonnant parce qu'Emmanuel Macron avait choisi d'aller chez Lidl et pas chez Intermarché, par exemple, au Salon de l'Agriculture. Michel Leclerc, je voudrais qu'on revienne un instant sur... En fait, ça vous intéresse, la com ? Parce que le Salon de l'Agriculture, c'est une vitrine. C'est pas le débouché de l'agriculture. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire ça m'intéresse, la com. Ouais, c'est-à-dire si on quand il y a, semble-t-il, un nœud... Je voudrais que les téléspectateurs voient que... Mais quand il y a, semble-t-il, Michel Leclerc, un nœud entre une profession et une entreprise, avec sans doute parfois... Moi, j'ai pas de problème avec mes producteurs. Mais le fait est qu'il y a, semble-t-il, un sujet, puisque il y a une initiative avec les principaux distributeurs et le principal n'y est pas. Pourquoi ? Mais parce que toutes ces initiatives, nous les avons déjà prises. Mais oui. Vous souriez un peu là, mais j'ai pris toutes les alliances locales. Mes concurrents vont les annoncer. Nous, on en a 15 000. Avec Dossi, avec Bonduel, on a des contrats avec leurs producteurs en légumes, etc. Je ne vais pas aller au Salon de l'Agriculture annoncer ce que nous faisons depuis 15 ans. Et sur la com, Michel Leclerc,
Vous répondez à des interviews. Il y a quoi? Il y a la bonne com et la mauvaise com, c'est ça? C'est comme les Non, chasseurs et franchement, il y a des moments où je pense que Mmh. les syndicats agricoles, les producteurs, aujourd'hui, nous demandent et me demandent d'être sur le terrain, et d'offrir des débouchés. Et je pense que c'est ça mon rôle. Alors après, vous pourrez regarder ce qu'on aura fait, vous ferez des grilles de comparaison. Je me sens assez bien dans ma peau. Michel Leclerc, je voudrais qu'on revienne sur le climat politique économique. On en parlait en début d'interview. La France va être désormais, c'est imminent, dotée d'un budget puisque les motions de censure sont écartées. Euh, Est-ce que c'est une bonne chose pour l'acteur économique que vous êtes? On a beaucoup entendu cette phrase, il vaut mieux un mauvais budget que pas de budget du tout. Est-ce que c'est Ouais, ouais, votre point de vue? ouais, ouais. Je pense qu'il y a eu toute une dramaturgie Hum, que d'ailleurs personne ne comprend, hein, du terrain. D'un côté, on vous dit faut vraiment aller économiser 20 milliards, 5 milliards, 6 milliards, vous un petit peu de taxes sur votre consommation de sucre. De toute façon, ça fera du bien pour la santé. Vous les nouveaux riches, une petite taxe là, etc. Puis dans le même temps, là, aujourd'hui, on va dépenser 100 milliards dans l'intelligence artificielle. hum, Le plan Drahi, c'est 900 milliards partagés à 27. Donc c'est assez incompréhensible hum, pour quelqu'un qui gagne 1700 balles par mois ou 1800 balles par mois. Ce débat est très stressant. Et en fait, il produit beaucoup d'effets négatifs, en tout cas attentistes, sur la consommation et sur les hum, comportements. C'est évident. Par exemple, aujourd'hui, vous êtes jeune, vous rentrez sur le marché du travail. Quand vous voyez la dispute sur les modèles sociaux, sur le financement des modèles sociaux, vous vous dites, OK, j'ai compris, je ne toucherai pas ma retraite. Vous voyez, or, c'est pas ça qu'on cherche. hum. On cherche à préserver un modèle social. Donc, oui, je préfère qu'il y ait un budget qui passe et qu'on se mette à travailler sur la planification, oui. À l'occasion des débats budgétaires, notamment sur la contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises, le fait de faire contribuer les entreprises avec plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires par an, il y a eu une passe d'armes qui a été pas mal chroniquée entre Bernard Arnault, le patron de LVMH, et vous-même. Pour ceux qui nous regardent et qui n'ont peut-être pas suivi, Bernard Arnault critique cette surtaxe en disant que c'est une surtaxe qui pousse à la délocalisation. Vous répondez la chose suivante: ce n'est pas forcément positivement impactant d'avoir un des hommes les plus riches de France qui dit si ça ne le fait pas, je quitte le pays. Et vous rajoutez un peu plus loin, vous ne m'entendrez jamais dire ça. Il n'y a aucun d'entre nous, nous les patrons des magasins, qui ferions un chantage comme ça. Ce qui n'a pas plu à Bernard Arnault, c'est le moins qu'on puisse dire, qui vous a répondu: quant à Monsieur Leclerc, puisqu'il semble vouloir défendre les PME françaises, je lui conseille de vendre dans ses supermarchés davantage de produits français et d'arrêter de pressurer les fournisseurs français au risque de les mettre en difficulté en cherchant à obtenir d'eux des prix toujours plus bas. Vous n'allez pas partir en vacances ensemble avec Bernard Arnault là? Et là, c'est incroyable. J'ai pas entendu beaucoup de journalistes aller rechercher, ou j'ai pas vu beaucoup de journalistes aller rechercher en page 2 ou 3 de Google que Bernard Arnault était mon concurrent avant. C'était lui qui était le principal actionnaire de Carrefour. Donc recevoir des leçons sur l'attitude de la distribution par un collègue qui est sorti de la distribution, je pense que c'était une mauvaise polémique. On l'a clôturé. Justement, s'il n'est plus actionnaire, il a peut-être aussi dit ce qu'il Ce qu'il pensait. faisait, Ce qu'il pensait. ce qu'il faisait. C'est-à-dire? Car il était le maître d'œuvre de Carrefour. Donc c'est assez étonnant d'avoir une leçon sur la distribution de quelqu'un qui n'a pas réussi son coup sur la distribution. D'accord, mais il y avait Je suis quand même vachement élégant. parce que. Bah, parce que j'ai clôturé cette polémique qui était un peu quand même un numéro de duettiste inutile. Je crois que c'est important aujourd'hui que des chefs d'entreprise en France se soutiennent quand il s'agit. Mais justement, le débat le plus profond Je vous réponds. Oui, allez-y, C'est allez-y. important. Ouais. C'est important. Quand Michelin a montré ses coûts comparés de production en France, en Allemagne ou en Asie, c'est important de dire qu'il y a trop de coûts de production sur la France, trop de taxes, et je suis de ça. Après, quand je vois un titre Front patronal et que le modèle américain est une bonne référence, non, je ne veux pas en être. Et vous avez vu qu'Emmanuel Macron a dit au patron soyez patriote. Voilà. Moi, je suis breton, mais français, je suis patriote. Et donc, je ne suis pas pour payer des taxes, je ne suis pas pour payer plus d'impôts, je suis pas pour. Mais c'est quand même. Je veux dire, c'est en France qu'on se bat, quoi. Alors, Bernard Arnault a clôturé le débat lui-même en disant qu'il ne voulait pas délocaliser, dont acte, hein, c'est bien. C'est bien. Mais c'est une passe d'armes qui, de fait, a frappé entre le patron de LVMH et vous. Pour terminer, Michel Leclerc, est-ce que vous avez vu donc les résultats de ce sondage Harris sur les Français et la candidature d'un entrepreneur lors de l'élection présidentielle? Si vous me dites non, je ne vous croirai pas. Hein.
Ah. Donc vous les avez vus? Oui. Bon, on va les rappeler à ceux qui nous regardent. 2 Français sur 3. Alors ça, c'est d'abord, il y a un chiffre de principe. 2 Français sur 3 qui estiment que ce serait une bonne chose qu'un entrepreneur soit élu président de la République. Et regardez qui arrive en tête parmi les sondés. Ouais. Michel-Édouard Leclerc, 43% sur le souhait d'être candidat. On ne parle pas d'élection encore. Et Bernard Arnault, justement, dont on parlait, en dessous, à 34%. Ça vous donne des idées, ce sondage? Bien sûr. D'abord, regardez, les 3 autres sont des propriétaires de médias. Donc mon 43%, c'est pas mal. Hein, j'ai pas de réseau média. Bon, vous n'êtes pas maltraité par les médias, Michel Leclerc. Mais juste, donc vous dites oui. Non. Ce que je veux dire, c'est assez marrant. Après, moi, Vous dites ça me donne des idées. Oui, c'est quelles idées alors ça vous donne? Je vous réponds ça, c'est pour que vous puissiez poser la question d'après. Ouais. Non, mais en fait, oui, j'aime le débat public et ça me plaît de participer dans mon pays au débat public, à faire évoluer la société. Je crois au progrès, je veux être du bon côté, je veux être du côté de la société. Je pense qu'on peut être chef d'entreprise. Je crois au primat du politique. C'est la merde aujourd'hui au niveau dans les rapports entre l'État, les parlementaires et ça. Je ne suis pas le feuilleton au jour le jour. Je suis comme les Français, je zappe, mais je regarde, mais je zappe. Mais je pense que il faudra ces patrons-là, ces chefs d'entreprise, PME ou grandes sociétés françaises, il faut qu'on œuvre pour le pays, pour le sortir. Mais... Quand on voit, vous aviez Lecornu juste avant, Sébastien Lecornu, quand vous voyez le challenge qui nous reste à relever, on était quand même dans un pays de cocagne qui se berçait d'illusions sur ses capacités. Donc aujourd'hui, nos entreprises, elles doivent être au service. Mais Michel-Édouard Leclerc... Vous voyez, par exemple, s'il y a une taxe sur le cognac, s'il y a des taxes, il va falloir qu'on soit aussi du côté du revers. Oui, mais juste pour rester sur ce que l'on voit 2027 vers une candidature Leclerc, vous dites comme chef d'entreprise, je participe au débat, mais là il s'agit d'une élection. Oui. Est-ce qu'il y a un monde où vous décideriez d'être candidat à l'élection présidentielle en 2027? Oh, mais je vais vous laisser la réponse ouverte, sinon je ne vous intéresse plus. Ouais. Donc, ça fait partie des possibilités. Maxime. Oui, ça fait rire Maxime Switek qui, sans doute à ma place, aurait posé la même question. Non mais, sérieusement, vous dites, je laisse la réponse ouverte, c'est seulement pour qu'on continue à en parler ou est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a un scénario où ça existe? Qu'est-ce que je peux vous répondre? Je suis disponible pour la nation. Non, mais c'est un sujet sérieux, Michel Leclerc. Les candidatures, ça se prépare. Il faut mettre de l'argent de côté. Il faut avoir des soutiens. C'est sûr qu'il faut beaucoup d'argent. Ouais. Non, franchement, aujourd'hui, je me sens beaucoup plus utile là où je suis, à la fois pour lutter contre l'inflation, créer des emplois. Et le mi-mars, dans les centres Leclerc, on organise un job dating à travers toute la France. L'année dernière, il y a 50 000 personnes qui étaient venues sans CV pour se faire embaucher. Moi, je crois que je suis pour l'emploi. On va recruter 5 000 personnes là. Là, je me sens plus utile que d'aller parler de l'emploi à l'Assemblée nationale ou en tant que ministre. Après, et puis j'aime mon indépendance, j'aime ma liberté, j'aime mes collègues et tous ces gens de métier autour de moi. Et donc, si je peux les servir, je suis content. Mais autrement, voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que vous... je vais encore une fois essayer de poser la question différemment, sous le regard de Maxime Switek. Est-ce que vous pourriez... Est-ce qu'au fond, vous dites, 2027, d'une façon ou d'une autre, je participerai au débat? Quelle que soit votre place, d'ailleurs. Oui, je nourrirai ce débat. Vous nourrirez ce débat, 2027, vous voyez, Maxime? Il l'a dit, c'est bon. C'est tamponné. C'est tamponné? C'est pas mal. Tant qu'il n'y a pas de nom, ça va. Je vous donne merci beaucoup, Michel-Édouard Leclerc, d'être venu nous voir dans Tout le monde veut savoir. Avec ce pourquoi pas. Donc, je vous donne un rendez-vous politique. Ça va pouvoir vous intéresser. Peut-être que vous regarderez dimanche soir, 18h, dans C'est pas tous les jours dimanche. La première interview de Laurent Wauquiez comme candidat à la présidence des Républicains. Le rendez-vous est donné, 18h. Il y a du monde qui fait la queue pour les présidentielles. Ça fait beaucoup de monde. C'est vrai. Mais vous n'êtes pas trop mal placé, vu les sondages. Peut-être face à Bernard Arnault, votre ami. Voilà. Et puis j'aurai plaisir de parler politique. Merci Michel-Édouard Leclerc.